Les droits culturels, c'est une façon de dire qu'effectivement, on ne peut pas nier cette réalité qu'on est attaché à une culture avec ses règles, avec ses normes, avec ses habitudes alimentaires, avec ses habitudes vestimentaires, ses langages, etc. Mais que l'avenir de l'humanité ne se construit pas par la reproduction de ces communautés. Donc il y a attachement, on admet l'attachement à ces communautés, hein, bien entendu, puisque personne n'est exempt d'être dans une communauté, mais les droits culturels, c'est au fond de poser une éthique qui permet à la personne, puisque c'est une personne, effectivement, de ne pas subir la loi de la communauté dans toutes ses dimensions. C'est des droits culturels de la personne. Et donc un des premiers articles des droits culturels, c'est que personne n'est assigné à cette histoire. Autrement dit, c'est cette magnifique idée qu'on est attaché, et comme dit Alain Renaud, avec les droits culturels, au fond, avec ces droits humains de la personne, eh bien, toute la question va être de pouvoir s'arracher à cette histoire pour être soi-même, pour être émancipé. Donc c'est une vraie résistance au communautarisme des droits culturels, mais pas une résistance violente qui dirait quittez votre histoire, quittez votre... arrêtez de parler breton et de cracher par terre comme la France l'a fait. Mais non, on reconnaît l'histoire, mais on n'est pas enfermé dans cette histoire. Il y a un moment où il va falloir dire, soit on a signé ces textes et on y travaille, soit on ne veut pas y travailler parce qu'on a une vieille vision de ce qui est la sphère privée, la sphère publique, la République unie indivisible. Et dans ces cas-là, eh ben, on va à l'UNESCO et puis on dit non, non, on n'a jamais signé ça, on n'en veut pas. Alors, c'est pas possible. Il y a une question de responsabilité, parce que le fait que ce ne soit pas dans l'applicabilité des partis politiques, hein, à défaut d'être dans l'applicabilité de l'exécutif, ça ne peut pas durer, quoi. Il va falloir dire les choses. Dans une démocratie, c'est aussi un minimum de respect de ce qu'on signe. C'est quand même une démocratie, c'est un système formel avec des règles formelles. Si on signe des règles formelles et qu'on ne les applique pas, c'est qu'on vient de trahir la démocratie. Je trouve que c'est une idée assez simple. Dans la mesure où elle a une base universelle, c'est l'article 1 des droits de l'homme, et là personne ne peut vraiment y échapper, ou alors il faut expliquer comment on peut échapper à l'article 1 des droits de l'homme qui nous dit, bon, ce qu'on va faire, ça doit quand même correspondre à un principe, à savoir que tous les hommes naissent libres et égaux, enfin les êtres humains plutôt, libres et égaux en droit et en dignité. Donc la question de la dignité, elle est première. Si on doit faire une action culturelle, ça ne peut pas être dans l'indifférence de la dignité, donc du respect de l'identité de la personne. Alors là, il y a vraiment une interrogation en termes d'organisation des projets, parce que je ne peux pas penser l'offre et ses valeurs simplement en disant j'ai un public, voilà, ou de la population. Le pire, c'est les populations, c'est-à-dire une espèce d'anonymat de celui qui va recevoir tout ce qu'on a mis comme symbole, comme sensibilité, comme élément de subjectivité, hein, on le nie dans son existence, puisqu'on a transformé la subjectivité que l'artiste peut avoir en objet, puis l'objet, on l'offre à des anonymes. Si on dit dignité, on ne l'offre pas à des anonymes, on l'offre à des personnes. Et du coup, l'enjeu, ce n'est pas une offre plus ou moins chère, plus ou moins accessible, etc. C'est comment deux identités dans leur dignité sont en interaction. C'est pour ça qu'on va parler de relativisme culturel. Parce qu'avec les droits culturels et avec la dignité, la question, c'est pas que chacun est dans sa culture, c'est qu'on est continuellement dans l'interaction des cultures. C'est la construction des identités des uns et des autres. Voilà. Et c'est ça l'universalité de l'affaire, c'est que l'universalité, c'est qu'on est toujours, si on suivait l'éthique, on est toujours dans la conquête d'une relation à l'autre. On n'est pas dans son monde particulier, dans son monde relatif, dans son monde un peu coincé. On est au contraire dans la construction de ce qui peut être le commun. Bon, et le commun par l'interaction. Et ça, pour ça, il n'y a pas d'interaction s'il n'y a pas de reconnaissance de la dignité de la personne en tant que personne. Moi, quand je regarde, je vois des éléments très forts qui sont liés au droit culturel, le terme est utilisé, et donc la question de culture renvoie à la définition qu'en donne la déclaration de Fribourg. Une culture, c'est pas tout ce qu'on fait, c'est tout ce qu'on fait en humanité, ce qui permet à une personne d'être plus en humanité. Donc il y a des choses qui font partie de notre vie, mais qui ne nous font pas grandir en humanité. Et donc à ce moment-là, la définition, enfin,
c'est pas la culture, c'est pas dans cette éthique-là qu'il faut travailler. Il faut travailler dans l'idée qu'effectivement, ce qui nous rend en humanité est notre culture. Là, quand l'agenda 21 est sur cette trajectoire-là, je crois que ça ouvre la porte à l'émancipation, à la reconnaissance de l'autre, aux délibérations, etc. Sauf que, quand on le lit bien, et le papier que je viens de faire pour le forum est très critique de ce point de vue-là, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a une autre entrée qui vient s'immiscer dans la négociation, qui vient trouver sa place et qui finalement l'emporte à la fin dans la capacité par rapport à la pratique des municipalités, enfin des locaux, c'est de dire que la culture, c'est un secteur. C'est un secteur avec des gens compétents et donc ils vont apporter leur valeur pour le développement culturel. Alors, je ne cite pas là, mais je les ai tous listés dans mon article, je les ai tous repris un par un. Et là, on n'est plus dans les droits culturels. On est dans l'assignation à l'ensemble de la communauté d'ensemble de valeurs qui sont culturelles parce que c'est la bibliothèque, parce que, etc., etc. Il y a même un petit article disant c'est aux artistes de venir parce qu'on a des problèmes dans les banlieues, ils vont apporter les valeurs et les gens vont devenir créateurs. Ça, c'est une négation totale du principe des droits culturels, parce qu'effectivement, on organise la politique publique en ayant déjà désigné ce qui avait une valeur pour les symboles, pour l'intersubjectivité. Voilà, c'est l'artiste. Alors c'est l'artiste qui va venir. Et puis, bon, voilà, les autres, ils ont juste à attendre que l'artiste ait montré le bon chemin. Je trouve que là, il y a une trahison, et je considère que c'est une trahison, même non pas par rapport simplement aux droits culturels, mais par rapport à l'idée même du développement durable. Et moi, c'est ce que j'ai essayé d'écrire. Et je pense qu'il faudrait reprendre l'agenda 21. C'est une éthique de la construction du développement durable humain. La culture, comme le dit Hawkes, est vraiment une condition de ce développement durable humain. C'est-à-dire les droits culturels de la personne sont une condition de développement humain, et le secteur culturel, il s'efface derrière, il devient un élément de compétence technique, un élément qui permet d'enrichir les parcours des uns et des autres, mais qui ne dit pas la valeur pour le collectif. Et c'est pour ça que j'aime bien citer souvent les musées Tiny Museum, parce que là, les vidéastes, les conservateurs apportent toutes leurs compétences, mais après avoir négocié avec les personnes des valeurs partagées. Donc ils apportent des compétences, on va dire techniques pour aller vite, des ressources techniques, mais ces ressources techniques n'apportent pas, comme en France, la valeur de référence pour les personnes. On ne dit pas les publics, parce que le public, ça veut dire qu'il n'y a pas à discuter des valeurs, elles sont là. Voilà. Et autrement, on est dans un non-public, on n'en sort pas. Et on ne dit pas accès à la culture. Accès à la culture, c'est une politique discriminatoire. C'est une politique qui dit la culture est ici et on vous met de l'argent public pour que vous y veniez, elle n'est pas ailleurs. Or, dans les droits culturels, la culture, il n'y a pas un accès à la culture, puisque celui qui vient, il est déjà un être de dignité, un être de culture, sauf qu'il n'a pas le droit, sa culture, c'est son intimité, elle ne compte pas pour le collectif. Et ben voilà, elle ne compte pas pour le collectif. À la fin, on a tous les moyens qui vont dans une certaine référentiel culturel, qui ne vont pas justement vers l'émancipation des personnes dans la construction de leur culture, l'interaction dont j'évoquais tout à l'heure. On est vraiment dans une politique de discrimination, et ça, je trouve qu'il va falloir vraiment s'intéresser à ça, et que l'agenda Avaculture ne soit pas complice de tels glissements, mais qui sont complètement c'est normal, puisque c'est le secteur culturel qui écrit, il écrit pour lui. Et la manière dont l'agenda culturel en ce moment, la CGLU négocie l'entrée par le quatrième secteur, en disant que le quatrième secteur, c'est plus de pouvoir, le quatrième pilier, c'est plus de pouvoir pour le secteur culturel, je veux dire, c'est insupportable. C'est le troisième paragraphe du texte politique pour demander le quatrième pilier. Et le quatrième pilier, c'est le contraire de ça. C'est le contraire de la mise en scène comme centre du monde du secteur professionnel. Ou alors personne n'a lu John Hawkes, mais dans ces cas-là, on ne dit pas quatrième pilier, on prend un autre mot, on ne vole pas les mots comme ça. Donc voilà, c'est ce que j'ai essayé d'écrire dans le dernier texte que j'ai fait. J'espère que la CGLU saura le lire et saisir pour réécrire l'agenda 21. C'est très important l'agenda 21 culture, mais avec une éthique qui ne soit pas trop pleine de concessions comme ça, mal assumée.